Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 22 avril 2025, c'est le lendemain du lundi de Pâques, et je vous avoue que hier j'ai eu une très mauvaise surprise, c'est d'apprendre que le pape François Ier était décédé à l'âge de 88 ans. Donc moi je suis catholique parce que je suis baptisée, mais j'essaie aussi de suivre les indications morales de Jésus. Et j'avoue que ce pape, c'était l'un des meilleurs, je crois que c'est l'un des meilleurs, parce qu'il voulait vraiment mettre en œuvre l'humilité qui est nécessaire à toutes les personnes qui œuvrent dans l'Église catholique, et surtout il se rendait compte et il l'avait dénoncé l'intolérable écart de richesse entre les plus riches et les ultra riches et la majorité des personnes dans le monde qui vivent dans la pauvreté. Et notamment il avait déclaré en 2016, alors qu'il revenait de Pologne, il avait déclaré cette phrase que vous voyez à l'écran: le dieu argent, c'est cela le véritable terrorisme. Et c'est un terrorisme de base contre toute l'humanité. Et rien que pour cette phrase, le pape François, c'était vraiment quelqu'un qui avait de la sainteté en lui. Voilà. Donc, pour revenir à mon dossier, Stop au déni de justice, cette vidéo fait suite au direct Stop au déni de justice numéro 47 que j'ai fait il y a une semaine. Et dans le SDJ 47, j'avais essayé d'expliquer aux membres du Conseil supérieur des juridictions administratives ce qu'était la nature et l'objectif de la phase d'instruction devant les juridictions administratives. Donc je vous rappelle que le Conseil supérieur des juridictions administratives, j'ai découvert son existence récemment parce que cet organe qui fait partie du Conseil d'État a publié une déclaration le 11 février 2025, je vous la remontre à l'écran, et dans cette déclaration qui, je pense, m'était directement destinée et qui faisait suite, je pense aussi, à 4 courriels que j'avais envoyés à un autre organe du Conseil d'État, la mission d'inspection des juridictions administratives. Donc j'avais envoyé 4 courriels le 10 février 2025 pour rappeler que j'avais dû porter plainte à 4 reprises contre 4 juges prévaricateurs, négateurs de justice et objectivement complices du harcèlement moral professionnel entrepris contre moi par quelques délinquants en col-bord du rectorat de l'Académie de Reims depuis 2016. Et donc, cette déclaration du Conseil supérieur des juridictions administratives le 11 février 2025, m'a fait douter de leur connaissance de leur propre jurisprudence, n'est-ce pas, en matière d'instruction des dossiers. Et donc, je voulais leur expliquer dans ce direct SDDJ 47, je voulais leur expliquer que la phase d'instruction était nécessaire pour éclaircir une affaire, pour rassembler tous les éléments afin de pouvoir rendre un jugement le plus juste possible et pour pouvoir accéder à la vérité le plus près possible, et que ces informations, il fallait les chercher parfois parce que, comme le disait Madame Gaëlle Dumortier, dont j'ai montré justement un extrait de son témoignage dans ce direct, Madame Gaëlle Dumortier disait elle-même qu'au départ d'une affaire, les juges administratifs ne connaissent que ce que les parties veulent bien lui dire, et que donc parfois, pour disperser les ombres, il fallait vraiment enquêter, il fallait rechercher des documents ou des informations, et que c'était ça justement le domaine de la phase de l'instruction. Voilà. Donc dans ce direct SDDJ 47, j'ai essayé de faire comprendre cela aux membres du Conseil supérieur des juridictions administratives. Et j'ai aussi rappelé à cet organe que dans le contentieux de la fonction publique, cette phase d'instruction est encore plus nécessaire, est encore plus essentielle, est encore plus cruciale. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète pour certains et certaines qui ne le comprennent toujours pas, surtout quand ces personnes sont plutôt éloignées du terrain, n'est-ce pas? Dans le contentieux de la fonction publique, vous avez 2 versions qui s'opposent. Vous avez la version de l'administration et vous avez la version des fonctionnaires. Parce que le contentieux de la fonction publique, je le rappelle, c'est lorsque des fonctionnaires contestent la légalité de décisions administratives qui ont été prises à leur encontre par les administrations, c'est-à-dire par leurs employeurs publics. Et donc, dans ce contentieux de la fonction publique, comme vous le voyez à l'écran, il y a un déséquilibre, il y a une asymétrie qui est fondamentale. Parce que d'une part, l'administration a plus de pouvoir que les simples fonctionnaires. Et d'autre part, pour certains juges administratifs, malheureusement, je l'ai constaté à mes dépens depuis 2016, pour certains juges administratifs, la parole de l'administration pèse plus lourd que la parole des simples fonctionnaires.
Voilà pourquoi les juges administratifs doivent absolument rétablir l'équilibre entre ces deux parties, entre des administrations et entre les fonctionnaires. Et ce rétablissement de l'équilibre, il ne peut se faire que par une instruction correcte, complète et impartiale. Alors aujourd'hui, je vais vous faire entendre la parole de personnes qui sont des acteurs incontournables dans un procès administratif, et ce sont les avocates et avocats. Alors, vous connaissez déjà, bien sûr, si vous suivez mon combat, vous connaissez mon avocate, Maître Alice Lerat, que j'ai rencontrée le 19 juin 2017 et qui m'a assistée pendant 7 années devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans la Marne et devant la cour administrative d'appel de Nancy en Meurthe et Moselle. Et Madame Lerat connaît très bien, Maître Lerat connaît très bien cette asymétrie entre les administrations et les fonctionnaires, puisque, avec moi, elle a déposé à 3 reprises des demandes de récusation de juges administratifs, dont évidemment la partialité s'était manifestée. Il s'agit d'abord de Olivier Nizet, actuellement vice-président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans la Marne, et il s'agit ensuite de Éric Mess, actuellement premier conseiller à la cour administrative d'appel de Nancy. Donc Maître Lerat, elle connaît très bien cette asymétrie entre les fonctionnaires et les administrations. Mais les 3 personnes que vous voyez à l'écran sont des avocates et avocats au conseil au pluriel. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ces avocates et avocats, qui sont aujourd'hui au nombre de 131, plaident uniquement devant les juridictions de cassation, c'est-à-dire la Cour de cassation pour la juridiction civile et pénale et le Conseil d'État pour la juridiction administrative. C'est pour ça qu'on dit avocates et avocats au conseil au pluriel. Donc, ces 3 avocates et avocats sont dans un barreau, sont inscrits à un barreau qui est distinct de tous les barreaux des avocates et avocats en France. Donc, il n'y a que lorsqu'on dépose un pourvoi en cassation au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, eh bien, on doit s'adresser uniquement à cette sorte d'avocat qui va plaider uniquement devant le Conseil d'État et devant la Cour de cassation. Et donc, comment j'ai trouvé ces 3 avocates et avocats que vous voyez à l'écran? Donc, Maître Hélène Farge, Maître François Molinier et Maître Emmanuel Pivnica. Eh bien, tout simplement parce que depuis 2016, pour me défendre, pour défendre mon honneur et mes droits, eh bien, j'ai consulté énormément d'endroits pour trouver des informations. Vous savez que je suis professeur en documentation, c'est mon métier, la documentation depuis 1988, et donc j'ai cherché des informations j'ai cherché de la jurisprudence, j'ai cherché des articles juridiques, j'ai cherché des manuels de droit, des manuels de droit administratif, des manuels de contentieux administratif, et d'ailleurs je voulais vous montrer un petit peu, vous donner une idée des livres que j'ai dû acheter pour justement trouver ces informations. Donc vous voyez celui-ci sur les responsabilités des juridictions, ce que sais-je sur le droit administratif, ce livre qui vient de paraître sur justement une refonte nécessaire de la juridiction administrative et qui est écrit par un ancien président de tribunal administratif, ce manuel de droit administratif, le célèbre livre qui recense les grands arrêts de la juridiction administrative, qu'on appelle aussi le GAJA, ce manuel que je viens d'acheter de contentieux, de droit du contentieux administratif, dans lequel j'ai trouvé justement des informations sur le devoir d'instruction des juges administratifs, et puis le dernier dont je vais vous parler aujourd'hui, il regroupe les actes d'un colloque qui s'est tenu en septembre 2015 à la Cour administrative d'appel de Nancy, de Paris, pardon, et donc il porte sur les pouvoirs et le devoir d'instruction des juges administratifs. Donc j'ai cherché des informations, on va dire, écrites, et puis j'ai cherché aussi des informations orales dans des vidéos. Et pour ça, donc, j'ai cherché sur YouTube. Et c'est exactement comme ça que j'ai trouvé donc Maître Hélène Farge, Maître François Molinier. Maître Pivnica, je l'ai découvert grâce à ce livre sur le devoir d'instruction. Et donc, les 3 avocates et avocats que vous allez entendre, dont vous allez entendre des extraits de déclarations dans cette vidéo, insistent tous les 3 sur l'importance de l'instruction des dossiers devant les juridictions administratives et sur la loyauté dont les juges administratifs doivent faire preuve dans un procès pour que les justiciables fassent confiance dans le service public de la justice administrative.
Et cette expression « service public de la justice administrative » a été formulée, comme vous le voyez, le 15 décembre 2023 au Conseil d'État par monsieur Didier Roland-Tabuteau, qui est actuellement le chef du Conseil d'État. C'est-à-dire, son titre, c'est vice-président du Conseil d'État. Parce que, je vous l'ai déjà dit, le président du Conseil d'État, eh bien, malheureusement, aujourd'hui, c'est l'actuel locataire de l'Élysée. Comme vous le savez, vous connaissez mon opinion sur ce personnage. Ok, donc je vais tout simplement dans cette vidéo vous faire entendre des extraits de déclarations faites par ces 3 avocates et avocats au Conseil d'État, et pour chaque extrait, je me contenterai de vous donner 2 points essentiels selon moi dans leur déclaration. Et donc on va commencer par Maître Hélène Farge. Donc elle a participé en juin 2021 à un colloque organisé à l'université d'Orléans, un colloque qui portait sur l'oralité dans le procès administratif. Et donc voici ce qu'elle disait. En réalité, je crois que le rôle de l'avocat est beaucoup plus actif et déterminant. Je crois que tout à l'heure, c'est monsieur Hermite qui a parlé de la responsabilité de l'oralité. Bien sûr, elle pèse en grande partie sur le juge qui aura la direction de l'audience. Mais l'avocat, les avocats ont une grande responsabilité et doivent y prendre part. Une responsabilité parce qu'ils ne doivent pas être passifs, ils doivent eux aussi, et peut-être surtout eux, penser à ces mesures d'instruction qui ont été mises à la disposition du juge, certes, pour approcher de la vérité, mais qui sont aussi, et qui peuvent être aussi à la disposition du justiciable, parce que si elles aident et elles servent le juge, elles peuvent évidemment aider et servir aussi le justiciable. Donc, il appartient aux avocats, il nous appartient à nous, de savoir nous saisir de ces instruments, de savoir les solliciter et de savoir les obtenir. Dans tous les contentieux, et pas seulement dans le plein contentieux, je crois que le juge administratif, et précisément parce qu'il n'a peut-être pas encore complètement cette culture de l'oral, parce qu'il est très ancré dans cet examen très abstrait de la légalité des actes, il peut être utile et intéressant pour lui et pour la partie qu'on défend de susciter qu'il voit la réalité, que le droit n'est qu'une représentation de la réalité, et parfois il faut que le juge administratif puisse être face à la réalité qu'il est en train de juger, certes sur la légalité abstraite d'un acte, mais qui aura des conséquences pratiques importantes. Et je suis persuadée que sa décision peut être très éclairée s'il est mis en présence de cette réalité elle-même, plutôt que de l'appréhender à travers le prisme de l'analyse de la légalité. Donc, il est très important et essentiel que les avocats puissent s'emparer et susciter, demander ces mesures d'instruction, que ce soit la descente sur les lieux, l'enquête à la barre. Il faut y penser pour être certain que le juge administratif aura une vision réelle et concrète des choses, et pas seulement celle qui passe par le prisme très abstrait de l'analyse de la légalité. Parce que, bien entendu, il ne peut pas sortir du rôle de l'analyse de la légalité, mais je crois aussi que l'analyse juridique que l'on fait, que l'on peut faire, et notamment celle de l'erreur d'appréciation, et même de l'erreur manifeste d'appréciation, elle est nécessairement influencée par la perception que l'on a ou que l'on peut avoir de la réalité. Alors vous pouvez bien vous dire à quel point j'étais soulagée et heureuse d'entendre une avocate au Conseil d'État insister justement sur les mesures d'instruction. Donc les 2 points que je retiens de ce court extrait de l'exposé de Maître Hélène Farge, eh bien premièrement c'est que les mesures d'instruction ont été mises à la disposition des juges administratifs pour approcher de la vérité. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà dit dans le direct SDJ 47, c'est-à-dire que malheureusement, les juges...
en tout cas d'après mon expérience, encore une fois, et d'après mes recherches, eh bien les juges administratifs n'ont pas beaucoup, je n'ai pas beaucoup trouvé dans leur déclaration, je n'ai pas beaucoup trouvé cette idée de il faut approcher de la vérité des faits, il faut s'approcher le plus près possible. Je n'ai pas trop trouvé ce désir de s'approcher de la vérité. Et le deuxième point sur lequel que je garderai dans l'extrait de Madame Farge, c'est que l'avocat doit utiliser les demandes d'instruction, il doit les demander et il doit les obtenir pour défendre les intérêts des justiciables. C'est exactement ce qu'on a essayé de faire avec Maître Alice Lerat depuis 2020, depuis 2020, oui c'est ça, que j'ai demandé aux juges administratifs de prendre des mesures d'instruction et malheureusement, les 4 juges prévaricateurs auxquels je les ai demandés ont refusé de prendre ces mesures d'instruction. Le deuxième avocat que vous allez entendre, eh bien, vous n'allez pas le voir, malheureusement, parce que lorsqu'il a participé donc à ce colloque en septembre 2015 organisé à la Cour administrative d'appel de Paris sur le thème pouvoir et devoir du juge d'instruction, eh bien, lorsqu'il a participé, ça n'a pas été filmé, malheureusement, donc je n'ai pas trouvé de vidéo qui montre tous les intervenants et intervenantes à ce colloque. C'est bien dommage, parce que vraiment dans ce livre, il y a plusieurs interventions qui sont vraiment très instructives. En tout cas, à moi, ça m'a servi, évidemment, pour parler du devoir d'instruction. Donc, tout simplement, c'est moi qui vais vous lire un extrait de l'exposé qu'a fait ce jour-là, en septembre 2015, qu'a fait Maître Emmanuel Pivnica. Le contentieux administratif est le contentieux de la légalité des actes administratifs. Il a une spécificité et donc prend en considération une dimension essentielle, l'absence d'égalité entre les parties. Dans ce contentieux, l'une des parties, l'administration, dispose de tout, la connaissance, la compétence, les moyens. Elle sait tout de la genèse de l'acte administratif. Pourquoi a-t-il été pris? Comment? Sans oublier le privilège du préalable. Tandis que l'autre partie, les fonctionnaires et les agents publics, dans le contentieux de la fonction publique, n'a rien. Ce n'est donc pas tant l'existence d'un faible et d'un fort dans un procès qui relève ici d'une spécificité, mais le caractère structurellement et nécessairement inégalitaire d'un droit qui exprime cette inégalité, qui doit exister entre la personne publique détentrice de l'intérêt général et des requérants en charge d'intérêts privés. Dans ces conditions, on comprend aisément que le procès ne peut pas être laissé entre les mains des parties seulement, comme le voudrait une logique accusatoire propre à la procédure civile. C'est au juge administratif qui revient de rétablir un peu d'équilibre et de veiller à l'égalité des armes. Pourquoi? Pour 2 raisons essentiellement. C'est une question de principe d'abord. Comment admettre que l'administré peut faire un procès à l'administration si l'égalité des armes est méconnue? Si ce procès ne doit être qu'un faux semblant, une mascarade, pour simplement donner au justiciable l'impression qu'il peut faire semblant de critiquer un acte administratif devant un juge qui n'aurait pas, en fait, le pouvoir de l'annuler. Chacun pourrait former un recours, mais serait bien en peine de prouver quoi que ce soit, puisque les preuves sont entre les mains de l'administration. La deuxième raison relève ensuite de l'intérêt général. De la même manière que l'administration a en charge l'intérêt général, le juge administratif a le devoir de veiller à la légalité des actes pris par les administrations. Rejeter un recours, c'est conférer un brevet de validité à un acte administratif. Le juge peut-il conférer ce brevet de validité à un acte administratif qui peut être réglementaire et s'imposera à tous, ou qui peut être individuel, mais qui validera le comportement de l'administration uniquement parce que l'administré aura été dans l'impossibilité de rapporter une preuve qu'il ne détient pas. Cela ne semble pas raisonnable. La procédure administrative doit être inquisitoire. Ce n'est qu'en maîtrisant et en dirigeant pleinement l'instruction que le juge administratif peut tout à la fois rétablir le déséquilibre inhérent au procès administratif et exercer effectivement son contrôle sur les décisions administratives. Le caractère inquisitoire de la procédure administrative est une création prétorienne.
Ça veut dire que dans les prétoires, dans les tribunaux, il y a des jugements qui fabriquent du droit et qui fabriquent des règles de procédure. Donc la procédure inquisitoire a été en quelque sorte fabriquée dans un tribunal, dans un prétoire, celui du Conseil d'État. Je reprends. Le caractère inquisitoire de la procédure administrative est une création prétorienne. La jurisprudence reconnaît ainsi au juge administratif la responsabilité de la conduite de la procédure inquisitoire, dans le cadre de laquelle le juge peut faire usage de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure et de ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes. Au titre de ces pouvoirs, le juge administratif s'est notamment reconnu la faculté de prononcer des injonctions d'instruction dont l'objet est d'obtenir la communication de documents ou d'informations nécessaires à la résolution du litige. Encore largement utilisé aujourd'hui, y compris à l'égard de tierces personnes, ce pouvoir d'injonction d'instruction fut inauguré par la jurisprudence Quespel du Ménil le 1er mai 1936 dont la plus illustre expression est sans doute l'arrêt Barel et Alii de 1954. La question de la charge de la preuve intéresse donc les trois acteurs du procès administratif. Le demandeur, c'est-à-dire les requérants, les citoyennes et citoyens, les justiciables, les défendeurs, c'est-à-dire les administrations, dont les actes sont contestés, et le juge. Attentif au maintien d'un équilibre entre les parties, le juge administratif veille à ne jamais faire peser sur le demandeur ou le défendeur la charge d'une preuve qu'il ne pourrait rapporter. Il est donc permis de se demander si ce qui était autrefois une faculté pour le juge administratif ne relève pas dorénavant de l'obligation. Le juge administratif est-il aujourd'hui contraint de faire usage de ses pouvoirs d'instruction? Le caractère impératif de la définition que le Conseil d'État donne de l'office du juge administratif et la sanction par le juge de cassation de toute méconnaissance de cet office conduisent à se poser cette question. Si la Cour européenne des droits humains, à Strasbourg, laisse le soin aux États de définir leur propre régime, la question de la méconnaissance de l'office des juges administratifs ne lui échappe pas entièrement. À cet égard, la CEDH considère qu'il lui appartient de rechercher si une procédure considérée dans son ensemble, y compris la manière dont la preuve a été administrée, a revêtu le caractère équitable voulu par l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Voilà, alors comme pour Maître Farge, vous imaginez bien que quand j'ai lu ces paroles de Maître Pivnica dans ce livre, eh bien je remonte encore ce livre parce que je ne sais pas si il y a beaucoup de membres du Conseil supérieur des juridictions administratives qui le connaissent, mais à mon avis, je n'ai pas assez d'argent pour le leur offrir bien sûr, mais à mon avis, il faudrait que toutes et tous les membres du Conseil des supérieurs des juridictions administratives qui sont d'accord avec la déclaration du CSJA le 11 février 2025, il faudrait que toutes et tous aient lu l'entièreté de ce livre. Donc, les deux points que je retiens de l'exposé de Maître Pivnica, eh bien, c'est premièrement que on ne peut pas admettre que l'administré puisse faire un procès à l'administration si l'égalité des armes est méconnue, si ce procès ne doit être qu'un faux semblant, une mascarade. Rappelez-vous, si vous avez regardé mon interpellation publique du juge prévaricateur Olivier Nizet au tribunal administratif de Châlons-Champagne le 22 juin 2021, c'est exactement ce que j'ai dit lorsque je suis partie, après avoir fait ma déclaration de 6 minutes, lorsque je suis partie de la salle, j'ai dit que je ne resterai pas dans cette salle d'audience parce que ce n'était qu'une mascarade de justice. Et monsieur Nizet, depuis 4 ans, vous participez à la violation du principe du contradictoire qui est constitutionnel, du principe du respect des droits de la défense qui est constitutionnel, du principe du droit d'accès aux documents administratifs qui est constitutionnel, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 3 avril 2020. 2020, 853 QPC. Donc cette audience n'est qu'une mascarade de justice.
Et l'exemple du Conseil d'État, depuis 1 an et demi, donne l'exemple de la servilité de la soi-disant juridiction administrative qui de mèche avec l'administration. Voilà. Et le deuxième point que je retiendrai, c'est que le juge administratif s'est investi lui-même d'un pouvoir inquisitorial, et ce pouvoir, c'est celui de demander aux parties de lui fournir des explications et les documents qu'il juge nécessaires. Et Maître Pivika aurait pu ajouter qu'il juge nécessaire, premièrement, à la résolution du litige et deuxièmement, à la manifestation de la vérité. Et le troisième avocat que vous allez entendre et voir cette fois-ci, eh bien, il s'agit de Maître François Molinier, qui, comme Maître Farge d'ailleurs, a été pendant une période a présidé l'ordre des avocats et avocates au Conseil. Et donc, Maître Molinier, le 27 novembre 2023, il a fait un discours d'introduction à une séance qui s'appelle la rentrée solennelle de la conférence du stage des avocates et avocats au Conseil. Les règles du procès sont essentielles. Contradictoire, publicité, impartialité, preuve, formalisme, elles assurent l'égalité entre les justiciables, la qualité des débats et la confiance dans la justice. Il existe un droit commun du procès irrigué par l'idée que pour être juste, un procès doit répondre à un certain standard. Les 5e et 6e amendements à la Constitution américaine garantissent le due process of law. Le droit anglais protège le fair trial. Le droit français, nourri par nos règles constitutionnelles et européennes, assure quant à lui le droit au procès équitable, étendard de plusieurs droits processuels essentiels, accès à un juge impartial, délai raisonnable, égalité des armes. Cet échange entre les acteurs du procès doit être loyal. La loyauté dans le procès, voilà un principe à la portée sinon contestée, du moins incertaine. Absent formellement de la jurisprudence du Conseil d'État, détecté dans quelques arrêts seulement de la Cour de cassation, sa consécration en tant que véritable principe directeur du procès peine à se concrétiser. Mon propos sera aujourd'hui plus modeste. Il sera d'abord de constater que, principe ou non, la loyauté investit souvent de façon sous-jacente, implicite, mais bien réelle, le droit du procès, à commencer par le procès administratif. Il ne faut pas faire beaucoup d'efforts pour voir affleurer la loyauté à toutes les étapes essentielles de l'instance. À l'égard des parties, pendant l'instruction, la preuve est libre et pourtant, dans sa célèbre décision Barrel, le Conseil d'État a pris en considération le comportement de l'administration qui refusait de verser à la procédure les dossiers des 5 candidats écartés du concours de l'ENA. Refusant d'éclairer le juge, celui-ci sanctionne une déloyauté dans l'administration de la preuve et tient pour établi les allégations du requérant. L'exigence de loyauté constitue également la justification de plusieurs règles essentielles du contentieux administratif. Mais au-delà des règles de procédure, la loyauté est aussi une exigence personnelle et collective des acteurs du procès. Elle s'impose aux magistrats administratifs, comme le rappellent les principes généraux de la charte de déontologie de la juridiction administrative, en la faisant découler des règles de la fonction publique, et nul doute, me semble-t-il, qu'elle est incluse dans les exigences du nouveau serment du magistrat mis en place il y a quelques jours seulement par la loi justice du 20 novembre dernier. La loyauté n'est pas seulement un principe éthique et moral, elle régit l'ensemble des acteurs du procès, elle contribue au bon déroulement des procédures, elle est le gage de la confiance des magistrats et des justiciables envers les avocats, comme de la confiance des justiciables envers la justice, dont la qualité repose sur la loyauté des débats. Dans le procès, la déloyauté et le mensonge ont vocation à provoquer un court-circuit qui va décrédibiliser ses acteurs. Il peut ruiner une thèse tout autant que la confiance que doit inspirer un professionnel du droit.
Alors, vous avez entendu Maître François Molinier parler de ce devoir de loyauté, en quelque sorte, qui incombe à tous les acteurs et actrices du procès administratif, et notamment des juges administratifs. Alors, Monsieur Molinier, lorsqu'il parle au début de ce qui devrait être fait pour préserver la loyauté des débats dans le procès administratif, ne mentionne pas la phase d'instruction. C'est bien dommage, mais en fait, l'instruction fait partie de ce devoir de loyauté, parce que, comme je le redis, s'il n'y a pas une instruction correcte, complète et impartiale des faits qui sont présentés par les deux parties, c'est-à-dire par les administrations et par les fonctionnaires qui contestent des décisions de l'administration, s'il n'y a pas cette instruction-là, il y a une déloyauté. Et donc, les deux points que je retiendrai dans l'extrait du discours de Maître François Molinier, c'est premièrement que le droit français assure le droit au procès équitable, et que ce droit au procès équitable contient notamment l'accès à un juge impartial, le délai raisonnable de jugement et l'égalité des armes. Et c'est là que j'ajouterai une instruction correcte, complète et impartiale pour justement arriver à cette égalité des armes entre les administrations et les fonctionnaires. Et le deuxième point important que je retiendrai du discours de Maître Molinier, c'est que la déloyauté et le mensonge dans un procès administratif, peuvent ruiner la confiance des justiciables dans la justice administrative. Et si Monsieur Tabuteau voulait vraiment que le service public de la justice administrative soit quelque chose de respecté et de quelque chose en quoi les justiciables ont confiance, Monsieur Tabuteau, en tant que président du Conseil supérieur des juridictions administratives, à mon avis, vous devriez faire comprendre à tous les membres de ce Conseil supérieur le caractère essentiel, primordial, crucial d'une véritable instruction des faits correcte, complète et impartiale. Donc, pour terminer cette vidéo, je dirais simplement que le refus d'instruire les faits dans un procès administratif qui est un procès entre des administrations qui se croient toutes puissantes et des fonctionnaires qui doivent utiliser absolument tout ce qui leur tombe sous la main pour obtenir les preuves de l'illégalité d'une décision administrative, ce refus d'instruire, c'est un outrage à des justiciables. Il existe effectivement dans le code pénal l'outrage à magistrat, et vous savez que le procureur de Reims entend s'en servir contre moi dans un procès qui aura lieu le 17 juin 2025 à Reims, au tribunal judiciaire de Reims. Moi j'affirme, parce que je vous rappelle que les juges administratifs rendent la justice au nom du peuple français, je suis une petite partie du peuple français et j'affirme qu'il faudrait désormais inscrire dans le code pénal le délit de outrage à justiciable.